Après la Seconde Guerre mondiale, deux idées prédominent en Europe. Reconstruire l'Allemagne et ne plus jamais se faire la guerre. Alors en 1952, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg créent la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, qui siège à Luxembourg. Plus de douane pour le charbon et l'acier et un contrôle mutuel pour qu'aucun des pays ne puisse s'armer secrètement contre les autres. Et comme la paix, les droits de l'homme et la libre circulation sont des idées chouettes, d'autres pays veulent faire partie du club. Alors, l'organisation grandit, change de nom, se réunit à Strasbourg, crée un parlement, change de nom, s'installe à Bruxelles, grandit encore, perd le Royaume-Uni qui ne comprend pas à quoi ça sert tout ça, et nous y voilà. 27 pays, 450 millions de citoyens, 24 langues et des centaines de commissaires, d'assistants, d'interprètes et de députés qui font la navette entre Bruxelles et Strasbourg pour faire quoi? Des lois, pour améliorer la vie des Européens. Pour cela, 4 institutions. Le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne et le Parlement européen. Pas de panique, je vous explique. Le Conseil européen, ce sont les 27 chefs d'État ou de gouvernement des États membres. Ils définissent la politique globale de l'Union européenne, mais n'adoptent pas de loi. Leurs réunions, les fameux sommets européens, ont lieu au moins 4 fois par an. Le Conseil de l'Union européenne réunit les ministres des pays membres selon des thématiques concrètes. Les 27 ministres de l'agriculture s'y retrouvent pour parler pesticides. Les 27 ministres de l'éducation pour parler Erasmus, etc. Ils votent le budget et les lois de l'Union, avec le Parlement européen bien sûr. Les réunions de ces deux conseils ont lieu au même endroit, à Bruxelles, dans un bâtiment qui la nuit ressemble à un cube avec un œuf dedans. La Commission européenne est juste en face, dans un bâtiment qui ressemble, vu d'en haut, à un moulin à vent. C'est un peu le gouvernement de l'Union. Il y a un président élu par le Parlement européen et 26 commissaires avec 26 portefeuilles, donc des domaines de compétences comme des ministres. Santé, économie, justice, mais aussi valeurs et transparence et promotion de notre mode de vie européen. Attention, un commissaire n'est pas élu, il est nommé par son gouvernement. En revanche, il doit être accepté par le Parlement. Si le Parlement le trouve incompétent ou corrompu, oust. Enfin, idéalement. Les commissaires consultent les gouvernements nationaux, des experts, des groupes d'intérêt, etc. pour proposer des règlements et des directives au Parlement et au Conseil qui doivent se prononcer pour ou contre. Ah, la différence entre un règlement et une directive. Un règlement doit être appliqué et basta. Une directive fixe un but avec une échéance, libre à chaque pays de faire sa propre loi pour l'atteindre. Si la proposition ne trouve pas de majorité au Parlement et au Conseil, on la retravaille. Si après 3 tentatives on n'arrive toujours pas à la faire voter, on la jette. Et voici le Parlement européen à Bruxelles. Ces 705 eurodéputés représentent les citoyens qui les ont élus lors des élections européennes. Donc vous et moi. Ces députés ne se réunissent pas par nationalité, mais par affinité politique, en 7 groupes. Sauf ceux qui ne sont pas assez nombreux pour former un groupe, et ceux qui de toute façon ne veulent pas se mélanger aux autres parce qu'ils sont contre l'Europe. Maintenant, il faut travailler. Soit dans son groupe politique, soit dans l'une des 20 commissions parlementaires, pour améliorer les propositions de loi de la Commission, afin qu'elle puisse trouver une majorité lors du vote. Ce vote se passe d'ailleurs dans l'hémicycle de Strasbourg. Il accueille les députés et leur staff tous les mois pendant 4 jours. Le reste du temps, ils sont à Bruxelles, sauf le vendredi qu'ils passent à la maison, dans leur circonscription. Pour ne plus confondre Strasbourg et Bruxelles, retenez juste, à Bruxelles on prépare, à Strasbourg on vote. Pendant que les députés travaillent, promenons-nous un peu dans le Parlement de Bruxelles. Il est immense, un mélange entre aéroport, grand hôtel et centre commercial, avec un studio de télé, des cantines, une salle de sport, une crèche, un pressing, des œuvres d'art, un hémicycle aussi, un coiffeur, des fumoirs et beaucoup de lobbyistes. Et quand on observe ce petit monde, on a la sensation qu'il y règne un ton plutôt conciliant. Est-ce une illusion?
Non, nous dit-on. Comme au Parlement européen, aucun groupe ne détient une majorité qui lui permet de faire ce qu'il veut, on doit constamment chercher des alliés, construire un consensus au-delà des frontières nationales et politiques. Et oui, pour être accepté par 27 pays, chaque loi est forcément un sacré compromis, et personne ne veut se fâcher avec un adversaire politique, on ne sait jamais si on n'aura pas besoin de lui au prochain vote. Bien sûr, depuis tout à l'heure, vous vous posez la question de la langue. Eh bien, les langues de travail sont l'anglais, le français et l'allemand. Pour ceux qui s'expriment dans leur langue maternelle lors des débats, une armée d'interprètes se tient prête dans des cabines autour de l'hémicycle.